Merci d'être venus aussi nombreux et nombreux à ce parti du Grand Continent. Je voulais remercier l'équipe du Grand Continent ainsi que les intervenantes et intervenants qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Cette table ronde a été intitulée « Quelle stratégie politique pour les partis écologistes aux prochaines élections européennes ?» Et de manière plus générale, elle s'inscrit dans la semaine organisée par l'Association des écologistes de l'École normale supérieure, Écologie et démocratie, éloge des contre-pouvoirs, où nous dédions chaque journée de la semaine à un contre-pouvoir, une institution de la démocratie écologiste. Donc aujourd'hui les parlementaires, merci à vous d'être là. Demain nous traiterons de la presse. Les syndicats seront à l'honneur au mois le jeudi. Et enfin, vendredi, une journée organisée avec la Ligue des droits de l'homme, une table ronde pour réfléchir à l'état des libertés fondamentales pour les écologistes. Je vous remercie. Bonne table ronde. Merci. L'équipe du Grand Continent en ce moment est beaucoup mobilisée sur les événements à la guerre en Israël et à Gaza. Et cette discussion sera d'ailleurs suivie ensuite d'une discussion avec la rédaction aussi sur ce sujet, parce que c'est celui qui nous occupe le plus ces jours-ci. On a décidé de maintenir cet événement parce qu'il recouvre un thème qui est extrêmement important, et je pense que la salle de ce soir et le nombre de personnes qui se sont déplacées ce soir le montrent bien. Les élections européennes auront lieu en juin prochain, dans un contexte toujours plus incertain, et c'est à peu près clair que la crise climatique jouera un rôle, elle joue déjà un rôle en réalité dans la définition des clivages et dans les résultats qui sortiront des urnes. Notre mardi de ce soir s'inscrit dans un cycle de tables rondes que nous avons entamé en réalité au printemps dernier, au cours duquel nous avons reçu des représentants politiques de droite et de gauche, à qui nous avons demandé un exercice un peu particulier, et qui est très représentatif, je pense, de ce qu'on fait avec la revue, avec le Grand Continent. Dans un environnement politique qui se dégrade, en quelque sorte, si vous me passez l'expression, qui est entré en crise, ce qu'on essaie de faire avec ce cycle d'événements, c'est de proposer à des décideurs, aux principaux décideurs en réalité, de prendre le temps de se prêter un exercice à la fois exigeant et nécessaire, qui est celui de la définition d'une doctrine, de l'élaboration d'une stratégie, et aussi de la confrontation de ce discours avec des intellectuels. C'est au cœur de nos activités et de notre projet, et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir autour du thème des partis verts et de leur stratégie européenne. Donc nous avons le plaisir de recevoir pour cela Pierre Charbonnier, un philosophe, chargé de recherche au CNRS et à Sciences Po au Centre d'études européennes, avec le Grand Continent également, avec le groupe d'études géopolitiques, c'est précisément directeur scientifique du deuxième numéro de la revue Green, Géopolitique, Réseau, Énergie, Environnement, Nature, qu'on n'a pas là mais qui est quelque part dans cette salle et que vous pourrez bien sûr vous procurer. Auteur de nombreux papiers pour le Grand Continent, et d'un papier dont je fais un petit peu le teasing en quelque sorte, apparaître très prochainement sur l'imaginaire politique du monde post-fossile. Le meilleur moyen de voir ce papier, d'être notifié de ce papier, c'est évidemment de s'abonner au Grand Continent. Et voilà, il est vraiment très bon. Carlos Corachano, qui nous rejoint, je pense, depuis Madrid, qui est connecté par Zoom, conseiller politique international du parti Sumar de Yolanda Díaz, autre signature de la revue qui a élaboré, elle aussi, sa doctrine européenne dans le deuxième volume papier du Grand Continent, Fracture de la guerre étendue. Philippe Lambert, également par Zoom, bonsoir, eurodéputé belge, coprésident du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne au Parlement Européen, et auteur aussi dans nos colonnes d'un texte récent avec Shahine Vallée qui proposait une stratégie pour politiser à l'échelle pertinente la réforme des règles budgétaires, sujet qui n'est pas exactement celui de ce soir, mais qui n'est pas non plus tout à fait éloigné pour une série de raisons. Et Marie Toussaint, à ma droite, eurodéputée française, tête de liste de LV pour les élections européennes de 2024. Vous aviez déjà participé d'ailleurs à un mardi du Grand Continent il y a quelques temps, consacré à un texte d'Andreas Malm sur la violence du carbone. Alors, les questions qu'on va essayer d'aborder ce soir, elles sont un peu résumées, vous les avez vues dans la présentation de ce mardi, alors que le pacte vert est un peu le grand héritage peut-être qui sera laissé au niveau européen par le cycle précédent. Quelle devrait être la stratégie à l'échelle européenne pour l'écologie politique? C'est un petit peu ça la grande question, et qu'est-ce qui distinguerait donc ce projet
de l'écologie politique, en termes de programme, en termes de partis, d'autres propositions. On peut penser notamment à l'écosocialisme, mais également maintenant à des propositions à droite sur le climat. Peut-être pour commencer avec vous, Pierre Charbonnier, peut-être revenir sur une série de publications que vous avez faites chez nous. Je ne vais pas toutes les résumer, mais j'aimerais partir peut-être d'une interrogation qui émerge de la plupart de ces papiers. C'est au fond la difficulté qu'on a à construire des imaginaires politiques à même de mobiliser, et la difficulté qu'on a à le faire aussi à l'échelle européenne, alors que cette échelle-là pourrait être assez propice. Il y a une formule, peut-être, je vous lance là-dessus et puis ensuite on voit, mais qui résume assez bien ça, au fond, c'est celle de trouver un modèle européen qui soit moins tributaire de l'esprit de conquête que les modèles chinois et américains et qui soit proprement européen. Est-ce que c'est peut-être un bon point de départ? Oui, effectivement, je pense que depuis quelques années, en fait, on est en train de vivre une période où je pense que la signification même de l'impératif écologique est en train de changer complètement. Au risque de caricaturer un petit peu, on pourrait dire que jusqu'aux années 2010 et un petit peu plus, la question environnementale, c'est essentiellement un enjeu d'élaboration de normes qui ont pour objectif de poser des limites à l'action industrielle, économique, mais qui ont aussi pour, de manière assez paradoxale, pour conséquence d'isoler la question environnementale des grands mécanismes macroéconomiques, institutionnels, démocratiques, mais aussi géopolitiques. Et si on veut donner les grandes caractéristiques de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il y a le développement des nouvelles politiques industrielles de transition en Chine, aux États-Unis, le plan IRA en Europe, le Green Deal. Il y a bien sûr les mouvements qu'on a connus en France récemment, le mouvement des Gilets jaunes, mais qui est en fait un mouvement d'échelle globale de protestation contre l'évolution brutale des prix des matières premières. Donc c'est la question sociale. Donc là aussi, via la question sociale, la question environnementale, en fait, on pourrait dire, remonte dans le système nerveux central de la politique mondiale. Et puis le même processus peut être suivi, évidemment, à l'occasion de la guerre en Ukraine, les sanctions contre le gaz et le pétrole russe, qui créent une convergence entre l'impératif de sécurité européen essentiellement et la décarbonation. Donc là aussi, on peut dire qu'il y a une remontée vers le système nerveux central du politique à travers une réflexion entre climat et sécurité. Ça, c'est un petit peu la conjoncture que, effectivement, j'avais essayé de décrire dans quelques textes et essayer d'en tirer quelques conséquences. Conjoncture qui moi, m'invite à penser que l'environnementalisme classique, sans aller jusqu'à dire de manière inutilement provocatrice qu'il est obsolète ou caduc, en tout cas, qui doit quand même être sérieusement reformulé, parce que les enjeux environnementaux, les enjeux climatiques, en fait, c'est pas exactement la même chose. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est un peu un concours de circonstances que l'environnementalisme classique se soit retrouvé à parler climat, parce que le climat n'est pas un enjeu local, contrairement à l'environnement, et le changement d'échelle, c'est ce qu'en philosophie, en sciences sociales, on appelait un petit peu moins maintenant l'anthropocène. Le terme est en train de disparaître là quasiment, mais c'est ce qu'on appelait anthropocène. Je pense que ça change les coordonnées politiques. Alors, ça change les coordonnées politiques de très nombreuses manières. Je ne vais pas faire la liste d'une heure avec la description complète, mais on peut au moins en donner les quelques dimensions, et je me tiendrai à 4 avec un 4,5. Bon, bien sûr, la première dimension, je l'ai dit tout de suite, c'est la dimension géopolitique. Aujourd'hui, on est en train de vivre un dilemme stratégique de la transition qu'on pourrait résumer comme suit, c'est-à-dire le problème climatique est un problème d'échelle mondiale, plus exactement d'échelle planétaire, c'est-à-dire qu'il est assez largement indifférent aux frontières entre les États-nations, donc il requiert de la coopération. Mais pour que chaque système gouvernemental situé dans un État-nation ou dans une fédération de nations, enfin une alliance de nations comme l'Europe, puisse vendre des programmes de décarbonation de l'économie à sa population, il faut que ça soit présenté comme un avantage domestique. Donc il y a une coexistence entre l'impératif de coordination internationale
et l'impératif, disons, de vendre à sa population les bénéfices de la transition, implicitement, plus ou moins implicitement, au détriment d'autres entités étatiques, nationales ou géopolitiques. Vous voyez, coordination, compétition, et le plan ARA, la réponse européenne, le Green Deal, bien sûr la stratégie chinoise, sont autant d'émergence de ce dilemme-là. Donc il est important que les Verts aient une position extrêmement claire sur ce sujet, parce que, on peut dire, l'établissement de politique centrale, libérale ou néolibérale, comme vous voulez, est raisonnablement à l'aise pour le reformuler dans ces termes. Et donc il faut que les Verts réussissent à se démarquer de cette stratégie-là, ou en tout cas à en donner une version qui leur soit propre, plus efficace, plus juste, notamment au niveau des relations entre les pays très riches et les pays, comme vous voudrez, en développement, moins développés, ou le sud global, en fonction du terminologie que vous voudriez choisir. La deuxième dimension, c'est la dimension sociale. Donc, disons le phénomène gilet jaune, ou si vous voulez, fin du mois, fin du monde, même combat. Il n'y a pas, à ce jour, de superposition idéale entre la question sociale et la question environnementale. On peut le dire de plein de manières, on peut le dire avec un biais de constat électoral. La coalition électorale des Verts est plutôt composée de membres, disons, des classes moyennes supérieures, urbaines, diplômées, ce qui n'est pas une tare, mais ce qui est une limite. Quand les classes, disons, plus touchées par l'insécurité économique, disons pudiquement, ne se tournent pas spécialement vers l'écologie politique telle qu'elle existe. Alors, du coup, la question est comment créer une demande sociale pour la transition qui soit harmonieusement intégrée à des demandes de justice économique, de redistribution, mais pas seulement économique, aussi de reconnaissance sociale, d'accès aux diplômes, d'accès à des formes de qualité de vie, qui sont des éléments que les écologistes en France, en Europe, manipulent dans leur langage, sans pour l'instant réussir à apparaître comme étant l'acteur légitime qui va faire avancer ces sujets. Et donc là aussi, un paradoxe, un dilemme dont il faudra, à mon avis, discuter. Il y a un troisième point qui est en train, j'ai l'impression, ces dernières semaines, derniers mois, de devenir extrêmement urgent, c'est l'aspect, disons, démocratique. On a constaté, je pense que tu as dû le voir aussi, Marie, à Bruxelles, de manière très vive ces derniers temps, une réorganisation des droites européennes, mais aussi de l'extrême droite, autour de la résistance aux politiques de transition. C'est d'ailleurs une question qui est en train de cliver, qui est en train de casser en deux le PPE, la droite européenne. Il y a la droite Green Deal, von der Leyen, puis une droite qui essaie de s'y opposer, ou en tout cas d'en limiter l'impact, de le retarder dans le temps, pour évidemment donner un petit peu plus de marge de manœuvre à des très très grands groupes d'intérêt économiques, industriels, notamment dans le domaine de l'automobile, des énergies bien sûr, mais pas seulement. De l'agriculture bien sûr, oui. Effectivement c'est très important, on l'a vu à l'occasion des élections en Hollande notamment, c'est vrai. Et puis bien sûr la question, disons, migratoire ravive cet enjeu-là, et là c'est l'extrême droite bien sûr qui construit sa réflexion autour d'une réponse de mise en forteresse de l'Europe. Donc là, je pense que si l'écologie politique veut s'imposer comme, disons, un prétendant légitime à faire de l'Europe un bouclier démocratique contre ces phénomènes-là, alors je pense qu'aussi il y a un travail d'élaboration dont on peut discuter. Et puis, l'avant-dernier point, je dirais, il est de nature institutionnelle. Comme on sait, les États modernes se sont très massivement construits autour des grands appareils statistiques, de la comptabilité nationale, autour de l'impératif du PIB, de croissance. Et un des aspects les plus intéressants, honnêtement, de l'économie politique, c'est la proposition de réforme de cette infrastructure-là. Alors, il y a le débat sur la décroissance, mais en réalité, il y a plutôt le débat sur la construction statistique de la valeur. Qu'est-ce que l'économie? Qu'est-ce qu'un coût? Qu'est-ce qu'un investissement? Est-ce qu'on dépense de l'argent pour la transition, est-ce que c'est une charge ou est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que quand l'État fait ces investissements-là, en fait, il n'est pas en train d'agir comme un assureur plutôt que comme quelqu'un qui débourse de l'argent? Donc, la réforme institutionnelle
des mécanismes de comptabilité, la rationalité budgétaire, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle supranationale, à mon avis, est une arme très importante, une carte très importante que peut jouer l'écologie politique, sans que pour l'instant ça ne structure réellement le débat. Et puis j'avais dit le point un peu supplémentaire, bonus, c'est celui en fait sur lequel tu m'interrogeais Matteo. Il est un peu plus général, un peu plus abstrait, mais intéressant quand même. C'est voilà, quel est le récit politique, on pourrait même dire quelle est l'esthétique politique que proposent les Verts, l'écologie politique. Moi, je constate une chose, c'est que, et là, au risque aussi d'être peut-être un petit peu injuste, c'est qu'elle n'en propose pas réellement. Aujourd'hui, les paysages européens sont en train d'être profondément remodelés par les énergies renouvelables. Les grandes métropoles sont en train d'être remodelées par les nouvelles formes d'accessibilité, le vélo, un petit peu moins de place pour les voitures, etc. On occupe un petit peu plus les mers avec les grands champs d'éoliennes. Et moi, je ne vois pas les Verts construire d'idéologie politique et même, on peut dire, de stratégie de communication fermement résolue autour de ces nouveaux paysages, comment on va vivre, avec qui, dans quelles limites, avec quel équilibre entre des droits et des demandes, disons, d'autolimitation, peut-être on pourrait dire de sacrifice. Je pense qu'il y a un sous-investissement de l'écologie politique contemporaine dans la construction de ce discours positif. Moi, je pense à des analogies historiques avec des grands mouvements techniques, esthétiques, comme celui du Bauhaus. On peut penser à des mouvements qui sont un petit peu plus de niche, mais comme les mouvements dans le monde de la littérature ou des séries autour du solar punk, des choses comme ça. On ne voit pas en fait émerger de propositions visant à montrer à l'électorat et aux citoyens en général quel est le monde dans lequel ils vont vivre pour créer une demande. Donc ça aussi, je pense qu'on peut en discuter, et je pense que c'est assez lié aux hésitations de l'écologie politique en général, au sujet des grands choix que j'ai mentionné tout à l'heure. Voilà, donc c'est simplement pour ouvrir le débat, faire un petit peu un tour d'horizon à 360 des différentes questions dont on peut discuter, et puis voilà, soulever des questions avec vous et voir un petit peu quel genre d'éléments vous pouvez proposer dans ce débat. Merci beaucoup Pierre, et je vais passer la parole à Philippe Lambers qui doit ensuite nous repartir, je crois. En fond, je pense que Pierre Charbonnier a déjà, avec ce concentré, ce précis de stratégie politique, d'écologie politique, en quelques minutes, un peu une feuille de route, alors sans forcément discuter tous les points, mais est-ce que vous la partagez et comment est-ce que vous pensez qu'il est possible de la mettre en œuvre à votre échelle, à votre niveau, et surtout dans l'optique des élections européennes de juin prochain, même si c'est une échéance courte. Vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Ok. Donc je vais répondre à Pierre Charbonnier sur la question sociale en partant du scénario catastrophe. Le scénario catastrophe, c'est l'Union européenne poursuit sur sa trajectoire de réglementation environnementale qui en effet se traduit par des changements assez profonds, des changements qui demandent des efforts. Alors, pour que ces efforts soient justement répartis, ça suppose que les politiques sociales, fiscales, d'organisation du marché du travail soient profondément transformées au niveau national. Or, c'est quand même pas un secret de polichinelle de dire que le Green Deal européen n'a pas été lancé à la demande des États membres, ni à la demande d'ailleurs d'une majorité au Parlement européen. Donc, la majorité politique en Europe, les majorités politiques ne voulaient pas du Green Deal. Alors, politiquement, c'était difficile de s'y opposer lorsqu'il a été mis sur la table. Mais maintenant, on voit que les voix commencent à s'élever pour dire finalement ce truc qu'on n'en veut pas. Comme ils n'en veulent pas et qu'ils ne voient pas la nécessité en fait d'une transformation, d'une bifurcation de notre modèle économique, ils n'ont absolument aucun incitant de transformer la fiscalité, la sécu, l'organisation du marché du travail pour qu'en fait la richesse soit plus justement répartie. Et donc ils ne le font pas, ce qui fait que d'ici quelques années, c'est à nouveau l'occasion de la crise financière, de la crise de l'euro, des grandes crises que nous avons vécues, ce sont les personnes qui déjà sont les plus précarisées et qui payent le gros de la facture, dont les révoltes.
donc gilets jaunes au cube, donc refuge dans les partis nationaux populistes, c'en est à la fois la fin du Green Deal et la fin de l'Union européenne, puisqu'elle sera perçue comme celle qui a imposé tout ça. D'accord ? Ça, c'est le scénario catastrophe. Est-ce que les Verts sont crédibles pour y répondre? En tout cas, je vais donner raison à Pierre Chagronier sur un point, c'est que non seulement c'est vrai que la sociologie des partis verts en fait des partis constitués de CSP+, et donc, je vais dire, des gens dont la majorité ne sont pas naturellement à l'aise pour engager ne serait-ce qu'une discussion ou une écoute de la part de milieux économiquement défavorisés. J'ai envie de dire que la caricature de ça, c'est mon prédécesseur à la tête du groupe des Verts au Parlement européen, Danny Cohn-Bendit, qui, avant de rejoindre ce qui était son camp politique, montrait bien dans toute son action que la question de l'injustice sociale était une question qui ne tenait pas éveillé la nuit, ni le jour d'ailleurs. Et donc, et il est juste un exemple, mais évidemment c'est un exemple important parce qu'on connaît le charisme de Danny Cohn-Bendit pour incarner l'écologie politique en France et un peu moins en Allemagne pendant 20 ans. Et j'ai envie de dire qu'il a été émulé par beaucoup de leaders verts. Je ne vous cacherai pas que dans le parti que je connais le mieux, qui est Écolo en Belgique, je vais dire qu'il y a des députés, il y a des membres qui sont extrêmement préoccupés de la question sociale, mais il y a aussi beaucoup de gens, en fait, que ça n'empêche pas de dormir. Et donc il y a un handicap de départ. S'ajoute à ça le fait que dans l'imaginaire collectif des catégories sociales, je ne vais même pas dire les plus défavorisées, mais même, j'ai envie de dire, la petite classe moyenne, il y a la perception que de toute façon, les Verts n'auront, à supposer même qu'ils aient la préoccupation de la justice sociale, ils n'auront jamais la force politique, le bras de levier, pour imposer les réformes qui sont nécessaires pour que la transition soit juste. Et donc, a priori, on se réfugie, et ça c'est l'hypothèse sympathique, on se réfugie dans les forces de la gauche traditionnelle en disant c'est finalement eux qui sont les meilleurs garants d'une transition juste, avec évidemment comme bémol le fait que la famille politique social-démocrate, la famille politique de l'extrême gauche a pendant des décennies montré son côté productiviste orienté vers la croissance, avec comme seul point de débat avec la droite, la manière dont les fruits de la croissance doivent être répartis. Et donc, ce n'est pas vraiment une solution. Alternativement, et j'en viens à mon troisième point, je pense que fondamentalement, les citoyennes et les citoyens européens sentent bien que si on donne les manettes aux Verts, ça va changer. Et ça va changer profondément. D'accord ? Et il y a une forme d'aversion au changement et d'attachement à ce qu'on peut avoir dans le modèle actuel. Hein, les aéroports ont été pleins cet été, les centres commerciaux aussi. Alors bien sûr, avec l'inflation, on doit faire attention à ce à quoi on consacre ses revenus. Mais je discutais il y a 2 jours avec un agriculteur qui a fait sa transition bio il y a déjà longtemps. Mais il parlait du fait qu'ils sont plus que lui comprimés entre la grande distribution d'une part et les fournisseurs d'intrants de toutes sortes et d'équipements, et donc qui ont une vie économique extrêmement précaire, malgré tout le considèrent un peu comme un illuminé, parce que fondamentalement dans leur trip, ils restent attachés à leur gros tracteur de 200 chevaux, qui est un signe de réussite, à leur étable automatisée, etc., alors que ces poseurs de bio, ils font paître les vaches de près et ne sont pas mécanisés, donc en tout cas pas à outrance. Et donc il y a une forme aussi, je vais dire, d'inertie collective, on se cramponne à ce qu'on connaît parce que le changement, vous savez, on sait ce qu'on a maintenant, on ne sait pas ce que le changement pourrait produire. Alors vous allez dire, oui, vous n'avez qu'à faire miroiter un avenir riant, mais j'ai l'impression que ça, d'une part, les Verts ne seront pas crédibles pour le faire, et par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas se payer de mots non plus.
la transition, parce qu'on n'a pas pris à temps, je vous rappelle que le rapport du Club de Rome, je l'ai dit à l'audience précédente, date de 51 ans, hein, donc c'est pas qu'on n'était pas prévenu. Mais comme ça fait 51 ans qu'on est resté, allez, un peu moins de 51 ans, mais qu'on est resté dans l'expectative et dans le business as usual, je ne sais même pas si je peux encore parler de transition. Ça va être, par certains côtés, assez brutal. Et donc, aller dire, les gars, ça va être génial. Moi, je me retrouve plus, honnêtement dit, et je conclurai par ça, dans l'attitude de Winston Churchill en juillet 1940, en disant, voilà, le continent a été conquis par l'Allemagne nazie. Coûte que coûte, nous allons continuer le combat. S'il avait eu des règles budgétaires à respecter, je pense qu'il s'en serait affranchi parce que nécessité le prévoit. Mais dans l'immédiat, je vous promets du temps de la sueur et des larmes, parce qu'à la clé, il y a la victoire de la démocratie et de la liberté sur le fascisme. Mais on ne saute pas de l'état actuel à la victoire de la liberté contre le fascisme. D'accord ? Il y a entre-temps, il y a du sang, de la sueur et des larmes. Et donc la vraie question de la justice sociale, c'est est-ce que les efforts qui vont être nécessaires pour la transition, et elle ne va pas se passer sans effort, je le répète, est-ce qu'ils seront répartis de manière juste? Ce qui a fait que la population britannique a pu résister, c'est aussi que tout le monde a été mis à contribution. Hein, on dit souvent qu'il faut laisser personne derrière, mais moi ce que je constate, c'est que ceux qui disent le plus ça, ce sont les détenteurs de capitaux, qui essentiellement disent qu'il faut réussir la transition, mais en tout cas sans toucher à notre taux d'accroissement de richesse. Voilà. Et donc, je crois qu'il faut aussi accepter qu'on a une histoire qui, par certains côtés, peut inciter certains à se dire si d'autres promettent une transition sans effort, hein, où on va tout changer, en fait on ne va rien changer, j'ai envie de croire à ça. Parce que moi-même, j'ai peur du changement, et je terminerai avec, maintenant je termine vraiment, avec une anecdote que j'ai déjà souvent racontée. Pendant 22 ans, avant d'être député européen, j'étais employé d'une grande multinationale. Pendant les 16 dernières années de mon séjour dans cette multinationale, j'ai disposé d'un véhicule de fonction. Le véhicule de fonction en Belgique est un salaire sur lequel on ne paye pas d'impôt, sur lequel on ne paye pas de cotisation sociale, et moyennant une carte de ravitaillement illimitée, incite à la mobilité individuelle. D'accord ? Donc l'écolo que je suis, c'est que fiscalement, socialement, environnementalement, la voiture de fonction, c'est un mal. Donc vous allez vous dire, comme votre cerveau vous dit c'est un mal, vous êtes super content de rendre les clés, au moment où vous devenez député européen, les clés de votre véhicule de fonction. Croyez-moi, non. J'aime bien mon confort, j'aime bien ne pas changer. Et j'imagine que si c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de mes concitoyens. Voilà, je vais en rester là. Je vois Marie à l'écran. Marie et moi, je pense qu'on est politiquement très, très, très proches. Et donc, je lui fais toute confiance pour passer la soirée avec vous. Je pense qu'elle défendra nos buts communs avec un brio dont vous pourrez vous rendre compte. Ça n'est que le début d'une campagne couronnée de succès dans 9 mois, même si les prophètes de malheur disent que les Verts ont condamné. Vous savez, on nous disait ça aussi il y a 5 ans et on a démenti les prédictions. Merci beaucoup Philippe Lamberts pour cette anecdote et pour cette image. Churchill aurait-il souscrit à l'écologie de guerre de Charbonnier si on suit votre raisonnement. Marie Toussaint, à quoi se raccrocher et voilà, quel est l'élément qui singularise en fait le projet écologiste dans un moment où effectivement il faut réduire cette dissonance entre la question sociale, la question environnementale qui voilà, n'arrive pas peut-être à trouver son électorat ou à trouver son programme et son projet. Quelle est la proposition stratégique de votre parti sur ça? Peut-être qu'on le trouvera, cet électorat. Il ne tient qu'à nous de prouver qu'il existe et de le mobiliser. Je crois que Philippe vient de le dire, il y a les prophètes de malheur et puis il y a le réel et parfois le réel dément les prophètes de malheur. D'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je veux commencer quand même, avant d'entrer peut-être dans un détail et plus dans la précision, mais je veux commencer quand même en disant que j'étais surprise, et je prends tout de suite les questions qui sont aussi un petit peu des formes de provocation de Pierre Charbonnier, en fait dès l'introduction et même avant ses points. Parce que on entend
en écoutant que le climat, question globale, serait contraire au souci de l'environnement au local, un peu le not in my backyard, le NIMBY, qui consiste et qui consisterait, même en termes d'idéologie de l'écologie politique, à ce qu'on se préoccupe seulement et uniquement de ce qui est plus proche de chez soi. Or, ce n'est pas vrai. Et quand on regarde l'histoire des idées, depuis aussi longtemps qu'existent les autres idéologies, que ce soit le libéralisme, le socialisme ou le marxisme, il y avait déjà une pensée de l'écologie dans ses limites. D'ailleurs, Adam Smith évoque lui-même les limites de la planète, ça a été le cas aussi de Ricardo et d'autres. Et d'ailleurs, on dit souvent que Marx, à ses débuts, n'avait pas encore fait le choix de est-ce que je plongeais dans le productivisme ou est-ce que je m'occupais de la terre. Alors, on pourrait rentrer dans le détail, dans toutes les nuances. Il a fait le choix du productivisme, certes, mais il y en a eu d'autres, et par exemple les solidaristes qu'on a rattachés beaucoup au socialisme, les solidaristes en France se rattachent à de mains égards à l'écologie. Et donc la question globale, finalement, a toujours fait partie de l'échelle, de l'épine dorsale de la pensée de l'écologie politique. Et dans les années 50, 60, et juste avant que le Club de Rome, effectivement, ne formule ses premières analyses des limites de la planète, on avait aussi des appels, que ce soit par l'école de Bordeaux, autour d'Élie Les Charbonneaux, autour d'Hannah Arendt, des appels à prendre conscience de la capacité de l'être humain, en tant qu'individu, plutôt d'ailleurs de l'homme, à mettre en cause la vie de l'ensemble de l'humanité sur la planète. Donc cette pensée planétaire, et je suis heureuse par contre d'entendre le terme planétaire utilisé plutôt que le terme d'international, cette pensée planétaire, elle est là quelque part depuis toujours. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit reformuler, repenser, réinventer des choses, on doit constamment le faire. Il faut toujours s'adapter à la donne nouvelle dans laquelle nous vivons, mais en tout cas, cette question-là, elle était présente dès le début, finalement, dans l'écologie politique. Pour revenir à des choses plus terre-à-terre, peut-être, en tout cas plus actuelles, et revenir au XXIe siècle, à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce que je considère, moi, parmi tout ce qu'on a déjà cité, mais ce que je considère être absolument prioritaire, et je vais énumérer plusieurs sujets, mais mon point 1, c'est effectivement la question économique. Aussi parce qu'elle regroupe la question de l'économie, de la compétitivité, j'emprunte des termes à d'autres, et la question sociale. Or, et je crois que Philippe l'a un petit peu expliqué, quand on a des partis libéraux ou de droite, parfois même de gauche, mais pardon, qui mettent en place des politiques de transformation écologique, et bien finalement on a des mesures déconnectées les unes des autres et qui ne font pas système. Or, quand je dis que l'économie est la mère de toutes les batailles, c'est qu'il faut qu'on opère un changement systémique. Parce que, de toute manière, les limites de la planète existent. Et que l'économie est aujourd'hui comme un fleuve qui aurait débordé de son lit, qui dépasse les limites, et qui va en réalité conduire au désastre. Et Philippe l'a un petit peu évoqué. Si on perd le climat, ça va faire des millions de victimes, mais les assureurs nous disent aussi déjà qu'ils ne peuvent pas assurer un monde à plus 4 degrés, et que d'ailleurs le monde à 1,4 degré, qui est celui dans lequel nous vivons, déjà il y a quand même quelques questions qui se posent. Et c'est le cas pour un certain nombre d'activités économiques, ce qui explique aussi le fait que par exemple Mars Incorporation, qui ne sont pas des grands écologistes, ont fait campagne pour réguler les importations de produits issus de la déforestation à l'international avec nous, et on a réussi à mettre en place une politique européenne en ce sens, ou que des boîtes, tenez-vous bien, comme Coca-Cola, ont fait campagne avec nous au mois de juillet pour que nous adoptions la loi sur la restauration de la nature. 80% des écosystèmes sont aujourd'hui dégradés en Europe. Les négociations sont encore en cours, mais on a eu de grands mastodontes, je pourrais aussi citer Ikea, Unilever, qui étaient avec nous. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que de toute façon, il n'y a pas d'économie sur une planète morte. Donc reprendre en main cette économie, la réencastrer dans les limites planétaires est un impératif absolu. Et si on ne pense pas le changement systémique, alors de toute façon, l'économie ne sera plus jamais la même, ne fonctionnera pas comme ça, et le modèle qu'on a développé bute lui-même contre un mur qui n'a pas été imposé par l'écologie. Et donc l'écologie, elle est là pour apporter une solution. Elle est là pour dire qu'il faut qu'on réencastre l'économie dans les limites planétaires, qu'elle œuvre à la justice sociale, parce que finalement l'écologie, c'est de vouloir l'égale dignité de toutes et tous, et on sait que ça passe par la préservation de notre planète. Mais l'objectif de l'écologie, au fond, c'est la justice. Et donc cette économie-là, qui prend soin de la planète et qui prend soin des êtres humains, c'est une économie post-croissance, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à expliquer et à montrer que, bah oui, il va y avoir des perdants. Il va aussi y avoir des gagnants,
que ça va être difficile pendant quelques années, mais que le modèle dans lequel on veut aller, vers lequel on veut aller, c'est un modèle qui fait du bien au plus grand nombre. La deuxième chose, c'est que ce combat-là, effectivement, on ne peut pas le mener en faisant fi d'une économie qui est mondialisée. Et je reprends ici les termes de Catherine Pistor, qui est une juriste allemande, qui nous explique que le codage juridique du capital est mondialisé. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec des lois, des règles, qui sont d'ailleurs des règles issues de la démocratie, des lois qu'on adopte dans les pays ou au niveau de l'Union européenne, mais on fonctionne aussi avec des règles qui sont les règles des contrats, des tribunaux d'arbitrage qui se multiplient partout, qui prennent de plus en plus de place dans la façon dont on vit. Alors peut-être que si on a le temps d'aller dans les questions-réponses, on pourra prendre des exemples. Je vous en donne un seul à ce stade. Quand Urgenda, une association de citoyennes et citoyens aux Pays-Bas, porte plainte pour inaction climatique contre les Pays-Bas, ça conduit le gouvernement, l'État, qui est condamné par sa justice jusqu'à la Cour suprême, à rehausser ses objectifs pour le climat et donc à demander la fermeture des centrales à charbon plus vite que ce qui était prévu au préalable. Eh bien, deux grandes multinationales, RWE et Uniper, qui sont des entreprises des fossiles, sont allées porter plainte contre les Pays-Bas parce que cette décision d'aller plus vite dans la sortie du charbon avait été prise. Cette fois-ci, c'est la démocratie qui a gagné, c'est le peuple qui a gagné. Mais dans d'autres cas, eh bien, ce sont ces multinationales qui l'emportent. Et donc aujourd'hui, notre terre, l'oikos, est malade de ses règles, son nomos. Notre économie est malade d'un codage juridique du capital qui privilégie constamment le long terme ou court terme et la course au profit sur toute autre considération. Et donc c'est ça aussi qu'il faut réussir à changer. Je suis juriste, donc il ne vous étonnera pas que la question du droit, elle est pour moi indispensable et que la bataille pour changer cette économie, évidemment, elle se mène au niveau européen parce que c'est le meilleur endroit, avec 500 millions de personnes, où on puisse avoir un effet levier aussi sur les économies des autres pays. Et en l'occurrence, nous sommes de très grands importateurs et de très grands exportateurs. Et donc, la manière dont nous reprenons en main cette économie sur le continent européen a effectivement une influence et un impact sur le reste. Mais troisièmement, évidemment, il faut qu'on repense la géopolitique. Il faut repenser une géopolitique du climat et des ressources. Et en ça, je vais aller très clairement dans le sens de Pierre Charbonnier, donc je serai plus courte sur ce point-là. Mais la question de la souveraineté, en particulier alimentaire, industrielle et énergétique, elle est indispensable. Elle repose d'abord et avant tout sur la sobriété. Et quand on parle de sobriété, on ne parle pas de la sobriété de celles et ceux qui n'ont rien, on parle bien de la sobriété à la fois de celles et ceux qui ont beaucoup, et de la sobriété dans un système qui continue à gaspiller sans répit. Mais on le voit bien avec la guerre en Ukraine, avec l'Azerbaïdjan et quelque part aussi avec Israël et la Palestine, que la question de la sobriété et le travail sur la souveraineté est absolument indispensable et aussi œuvre de paix. Œuvre de paix. Et les écologistes sont aussi de grands combattants de la paix. Je passe donc à mon quatrième point, ça ne répond pas totalement et en direct au point de Pierre Charbonnier, mais il ne m'en semble pas moins essentiel et je vais revenir sur la question sociale pour le dire un peu avec d'autres mots. Mais oui, on a besoin d'un tournant populaire de l'écologie politique. C'est une réalité. C'est une réalité parce que, je n'utiliserai pas les mêmes termes que Philippe Lamberts quand même, qui s'est un peu emballé, mais c'est une réalité... Ça vous fait rire. C'est lui qui vous a fait rire, c'est pas moi. Mais bon, c'est une réalité sociologique, mais c'est aussi une question de posture. C'est aussi une question de posture. Et alors, moi, j'ai pas tout à fait le même parcours que ceux qu'a décrit Philippe. Je suis née à Oisem, l'île Sud, à un moment où c'était pas encore le Oisem qu'on connaît aujourd'hui. J'ai grandi dans les tours blanches des Aubiers à Bordeaux-Nord et j'ai atterri dans un lycée d'éducation populaire en banlieue parisienne. Là d'où je viens, on sait qu'on n'enseigne pas l'écologie aux plus pauvres, mais qu'en fait, c'est à eux de conduire la transition. Et si nous nous mettons dans une posture d'écoute, de répondre aux besoins qui sont les leurs, alors il sera beaucoup plus facile de conduire la transition écologique. Et je récuse absolument l'idée promue, surtout par la droite, les libéraux, l'extrême droite, et toutes celles et tous ceux qui en fait sont contre l'écologie et montent ce front du refus contre la transformation écologique au niveau européen comme au niveau français et au niveau mondial. Je récuse leurs accusations aux classes populaires d'être anti-écolo.
Et je pense qu'on l'a entendu pendant les Gilets jaunes. J'ai d'ailleurs rédigé un ouvrage avec Priscilla Ludowski, qui avait été l'initiatrice du mouvement des Gilets jaunes, pour dire que non, l'écologie et la justice sociale n'étaient pas opposées. Et quand on écoute les Gilets jaunes, ils nous disent « mais nous, on est la génération qui mourront plus tôt, plus de 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres en France, qui mourront plus tôt à cause des pollutions chimiques, à cause des logements insalubres, ou à cause du manque du logement, à cause des addictions créées de toutes pièces par les multinationales, à cause de la pollution de l'air qui est située sur les périphériques, à cause de la pollution dans nos campagnes. Enfin bref, on subit de plein fouet à la fois les injustices sociales et les injustices environnementales. Et donc moi, ce que je souhaite faire, c'est de la lutte contre la pauvreté, la colonne vertébrale de la construction européenne. Parce qu'in fine, quand l'Union européenne s'est construite, c'était sur l'idée de l'égale dignité, du refus du traitement inhumain d'autrui. Et donc, on doit absolument faire de la lutte contre la pauvreté la colonne vertébrale de l'Union. Et je formule une proposition très simple, qui pourrait d'ailleurs être acceptée en France immédiatement. C'est que pour chaque loi et chaque projet qui soit développé par les pouvoirs publics, on étudie son impact sur les 10 et 20% les plus pauvres. Et que si ça vient empirer les conditions d'existence, les conditions de subsistance, pour reprendre les termes des écoféministes, alors on s'abstienne de les adopter. Et donc ça nous permettrait aussi d'éviter que des politiques injustes soient mises en place au nom de l'environnement. Parce que c'est une réalité. Une taxe carbone qui s'applique à tout le monde de la même manière, sans tenir compte des conditions d'existence des uns et des autres, c'est une taxe carbone injuste. Et quand on, pour donner un second exemple, quand on met en place des quotas de pêche pour protéger les espèces, et qu'on donne tous les quotas au plus gros, à la pêche industrielle, aux bateaux de plus de 20-30 mètres, et qu'on laisse quasi littéralement mourir les petits pêcheurs à la pêche artisanale, eh bien c'est une politique injuste qui s'habille des drapeaux écologiques, alors qu'en fait, ça ne sert en rien la cause écologiste. Je termine en disant que, et pour parler d'esthétique, alors tu as évoqué beaucoup de sujets, tu as parlé de l'esthétique des paysages, tu as parlé aussi de l'esthétique des relations, etc. Moi, je nous appelle à considérer la douceur comme un horizon politique. Et je crois que la douceur, c'est pas la mièvrerie, mais c'est ce qui résiste, c'est ce qui tient. C'est ce qui tient quand c'est difficile. C'est ce qui fait en sorte que nous prenions soin à la fois de nos aînés, à la fois du plus jeune, du plus petit, à la fois des femmes qui subissent des violences, qui nous amènent à changer l'ensemble des politiques publiques pour contrer les vulnérabilités tant sociales qu'environnementales. Cette douceur-là, c'est à la fois un horizon et un chemin. Moi, je souhaite développer cette proposition politique-là. Je souhaite une Europe du care, une Europe du soin. Une Europe qui fasse par exemple de la santé plutôt que du déficit, une mesure, un indicateur des politiques que nous devons poursuivre. Une Europe qui se dote d'un traité environnemental pour que la protection du vivant soit la norme des normes, mais aussi rendre contraignant le socle des droits sociaux, parce qu'il ne l'est pas encore, et qu'il me semble que cette politique façon donut, je ne sais pas celles et ceux qui connaissent Kate Raworth et la stratégie qu'elle a élaborée du donut, avec ce plafond environnemental, ce plancher social, dans le care, dans le soin, dans la douceur, puisse constituer un horizon pour les écologistes. Merci beaucoup. J'imagine que c'est une proposition effectivement qui fera beaucoup réagir et qui en tout cas est très clairement formulée ce soir de cette Europe du soin, de la protection. Et c'est aussi une très bonne transition pour passer la parole à Carlos Corrochano, qui en Espagne, aux côtés de Yolanda Díaz, au fond est dans une situation un peu inverse. C'est plutôt un parti qui vient de la gauche et qui essaye disons, stratégiquement aussi utiliser, je pense, la question écologique pour avancer un agenda politique plus cohérent et plus global, avec ce paradoxe aussi que l'Espagne, qui est un pays très frappé par le changement climatique, à travers le stress hydrique et la canicule, on a encore vu cet été la sécheresse, n'avait pas de parti vert à proprement parler. Est-ce que c'est dans ce sillon-là que vous essayez de travailler avec Yolanda Díaz, Carlos ? Merci beaucoup au Grand Continent. C'est un plaisir de débattre avec Marie-Philippe Biard. Pardonnez mon français, c'est trop rouillé. Je crois que nous devons forger des grandes alliances pour prélever des grands défis. Nous avons besoin d'un bloc historique vert. J'insiste sur l'idée d'Antonio Gramsci du bloc historique. Il fait référence à l'alliance des forces politiques, des mouvements sociaux, des institutions qui travaillent ensemble vers une direction hégémonique commune.
Ce n'est pas une coalition électorale, c'est un plan d'action continu et cohérent. Et en Europe, cela se traduit de manière évidente. Je crois que nous devons renforcer la coopération entre les partis verts, la gauche et les socialistes. Ce que nous avons fait en Espagne avec Sumar. De plus, un bloc historique politiquement compétent doit inclure une partie des élites. Nous avons également besoin de la coopération pour toutes les personnes telles que von der Leyen, qui évoquait la nécessité de rompre avec les capitales fossiles lors de la conférence Beyond Growth, plutôt que de la von der Leyen qui, 4 jours plus tard, a évoqué la possibilité de ralentir l'European Green Deal, comme l'a fait Macron aussi. Contrairement à nous, le droit européen a su la faire. Malgré leurs nombreuses différences, ils fonctionnent comme un seul sujet politique et ont compris la nécessité de coopérer et de créer des réseaux transnationaux. C'était Mao qui disait qu'une minorité qui marche dans la bonne direction est déjà une majorité. Je ne partage pas ça. Pour sortir de la période de l'intervention climatique, il ne suffit pas seulement d'avoir raison, il faut également devenir une majorité. Comme Wendy Brown l'explique, la politique, ce n'est pas qui je suis, mais ce que je vais faire. Et je crois que nous devons avoir un esprit de générosité à la responsabilité historique, un esprit comme celui de la première internationale à la fin du 19e siècle. Une internationale climatique avec une nouvelle place écologique, comme l'ont écrit Bruno Latour et Nicolas Schulz. Mais l'important, je crois que c'est d'articuler un discours ancré dans le moment social, de reconstruire un horizon de mobilisation crédible, un horizon d'ordre. Il ne s'agit pas d'affronter des identités et des positions persistantes, mais de la capacité à projeter des horizons de certitude. Notre action politique doit être une sorte de protection et de stabilité à un moment où l'avenir ne semble se présenter que sous forme de catastrophes ou de menaces. C'est ça, merci. Merci beaucoup, Carlos. Alors, Pierre Charbonnier, est-ce que, au fond, les propositions qui ont été formulées, de la protection à une Europe en soins, ramènent un petit peu à la proposition initiale? Oui, non, mais ce sont des réponses valables, évidemment, mais je pense qu'on peut quand même revenir à la proposition thématique de la soirée, qui est réfléchir de manière stratégique. Et il me semble que tout ça relève peut-être de la doctrine, relève assurément de la communication politique, mais probablement pas suffisamment de la stratégie. La stratégie, c'est un art qui vient du militaire, qui vise à gagner en apprenant de la position des adversaires. Je pense qu'il y a encore une compétence une tendance insuffisante à réellement pratiquer la stratégie. Par exemple, on entend de ta part, Marie, de la part de Philippe Lambert, donc une réflexion sur le croisement entre la question sociale et la question environnementale. Mais, bon, c'est l'effet peut-être du débat ce soir, mais rien n'est dit des éléments stratégiques réels. Par exemple, ce croisement, en fait, touche chacun d'entre nous, généralement de deux manières différentes. Il nous touche en tant que, disons, consommateur et en tant qu'acteur situé dans la division du travail. Et ça crée de la tension. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis un gagnant des deux points de vue, comme consommateur et comme travailleur. Je gagne ma vie en parlant des changements climatiques. Mais c'est très rare, les gens qui sont dans ma situation. Ça, c'est les gens qui votent pour vous. Je ne sais pas pour vous, mais je pourrais. Il y a beaucoup de gens qui se considèrent impactés comme consommateurs. Par exemple, la viande va devenir plus chère, l'essence va devenir plus chère, mais qui peuvent ne pas être impactés dans le monde du travail. S'ils sont, je sais pas, enseignants par exemple, ou une profession qui n'est pas structurellement liée aux énergies fossiles. Parfois c'est l'inverse. Parfois les gens se sentent victimes en tant que consommateurs et en tant que travailleurs.
Donc il faut une réflexion stratégique sur comment on emmène les gens de cette situation-là à la situation où le processus de destruction créatrice ayant eu lieu, elle se retrouve mise en sécurité de l'autre côté du gué par un acteur politique qui endosse la responsabilité de les emmener. Nouveau parcours de formation, nouvelles conditions de travail, accompagnement fiscal, etc. Mais adressé à des groupes sociaux définis. Moi, j'entends très peu de choses, en fait, à ce sujet-là. Comment on emmène les gens de leur dépendance aux émissions de gaz à effet de serre vers l'indépendance. Il y a très très peu de choses qui sont dites là-dessus. Même chose sur la sécurité. C'est le point stratégique qui se dégage de l'intervention de Philippe Lamberts, qui dit finalement, c'est vrai, et je suis d'accord avec lui, on ne peut pas en fait présenter les choses de manière entièrement positive, il faut recourir à des formes de mobilisation politique, disons, qu'on peut construire par analogie avec les expériences de guerre. Et c'est ce que vient de dire notre camarade en Espagne là, von der Leyen, Macron, en 2022, investissent énormément ce discours en disant l'écologie, c'est la sécurité, puis non seulement ils ne mettent pas en acte ces décisions-là, parce que quasiment tous les pays d'Europe ont dépensé des milliards, des centaines de milliards pour faire des boucliers tarifaires sur les énergies fossiles, des choses comme ça. Donc, on a un discours de sobriété et des politiques publiques d'ébriété, donc ça ne marche pas. Est-ce qu'on a beaucoup entendu l'écologie politique intervenir en disant « Regardez, ils sont incapables de vous livrer le principe de sécurité qu'ils revendiquent pour eux-mêmes, nous le proposons ». Moi, j'ai pas entendu ça, très très peu. Donc, là-dessus, c'est des points stratégiques, à mon avis, qui restent en retrait. Il y a assez peu d'investissements stratégiques aussi, disons, sous l'angle de la réflexion sur l'anomie sociale. En fait, sous l'égide de quel segment de la société va se faire cette révolution-là? Est-ce que c'est une transformation sous l'égide des ingénieurs? Est-ce que c'est une transformation sous l'égide quels sont les segments de la société qui peuvent se prévaloir d'une autorité pour conduire cette destruction créatrice? Parce que c'était très bien, le point par lequel a introduit son propos Philippe Lamberts, c'est très important. L'écologie, c'est le changement, et pas beaucoup de gens aiment le changement. Je pense que c'est assez vrai, c'est assez axiomatique comme point, mais pour du coup, naviguer dans cette incertitude-là, il faut un crédit politique extrêmement élevé. Et pour construire un crédit politique élevé, dans un temps où c'est très rare, il faut, disons, se prévaloir d'une forme d'autorité en réalité. Et d'où elle vient cette autorité? Est-ce qu'elle vient de la technique? Est-ce qu'elle vient de la science? Le fait, par exemple, que tu mentionnes la référence à Ellul et Charbonneau m'inquiète. C'est des gens qui étaient, en plus d'être politiquement réactionnaires, totalement opposés au développement technoscientifique. On ne peut pas, en fait, continuer à utiliser ce genre de référence-là. C'est pas vrai. Bon, le Club de Rome, j'en passe, mais... donc, en fait, quel est le ferment, à la fois idéologique et sociologique, de cette bascule, on l'appellera comme on voudra? Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de mots clairs qui sont énoncés à ce sujet-là, ce qui fait, me semble-t-il, un défaut de rationalité stratégique. Marie-Toussaint, comme l'a rappelé Pierre, effectivement, la politique, c'est aussi gagner des élections. Et sur ça, effectivement, comment est-ce qu'on articule un programme qui est effectivement très ambitieux et qui entend réconcilier des ambitions très difficiles avec la stratégie et le fait, justement, de gagner et de se différencier des concurrents. Bon. Non, mais d'abord, je suis heureuse d'entendre, parce que dans la préparation du débat de ce soir, on parlait aussi d'écosocialisme. Bon, dans la réalité, personne ne remet en cause l'autonomie intellectuelle de l'écologie politique ici, donc je suis heureuse déjà de ça. Et effectivement, cette question de l'autonomie intellectuelle se distingue de la stratégie politique. Vous aurez compris, et vous avez vu ma tête, même pour ceux qui sont loin, parce que j'ai marmonné des choses, mais peut-être que vous n'avez pas entendu, je m'insurgeais quand on parlait d'Ellul et Charbonneau comme de vieux réactionnaires absolument anti-techniques, etc. J'espère que tu dis pas ça de Hannah Arendt et des quelques autres qui ont contribué à cette pensée, par exemple Hans Jonas. Bon, voilà, donc il remet en cause tout le monde. Bon, c'est quand même un peu problématique. Bref, ce sera pour une autre fois, parce que ça mérite, je pense, une heure de discussion à part entière.
Mais en termes de stratégie politique, là, je regrette, Pierre, parce que tu ne m'as ni écouté moi, ni Carlos, ni Philippe. On a dit les choses. Alors s'il faut les redire, je peux aisément le faire. Tu as posé 2 questions. C'est comment est-ce qu'on mène cette transformation, avec quelles propositions de parcours, etc. Quels alliés, je pourrais étendre, parce que si on parle de stratégie électorale, c'est aussi quels alliés électoraux. Hein. Ton deuxième point, c'était avec qui en termes de personnes. Bon. Moi, je crois d'abord, on l'a dit, que cette transition, elle devait se faire avec les classes populaires, et même, je vais aller au bout, avec les plus vulnérables. Je suis aussi issue d'ATD Quart Monde. Et donc moi, ce que j'ai appris toute ma vie, et la valeur qui me guide, c'est qu'une société n'avance qu'au rythme du plus lent de ses membres et de ses composantes. Voilà. Et c'est une réalité. Et donc oui, il y a une tension entre l'urgence climatique et environnementale à laquelle on fait face, et puis le fait de devoir attendre ceux qui sont potentiellement les plus lents. Sauf que vous savez quoi ? En fait, c'est une évidence à l'échelle mondiale, alors s'il faut le répéter, je vais le répéter, mais les gens qui sont tout au bas de l'échelle sociale du monde, et en particulier les femmes qui doivent parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau encore aujourd'hui au XXIe siècle, ben ce sont les premières victimes d'un dérèglement climatique qui est créé, qu'on le veuille ou non, par les plus riches. Et c'est le cas dans notre société. J'ai dit tout à l'heure, la taxe carbone élaborée pour être imposée à tous de manière disproportionnée. Vous savez, même quand on pense à la TVA, on la fait varier. Si on trouve qu'un produit est essentiel, on va descendre la TVA. Si on trouve qu'un produit est bon pour la planète, ces derniers temps, on a eu tendance à la réduire aussi. Puis quand tout va mal, on l'augmente. La taxe carbone, on ne peut pas faire ça. Voilà. Et ben, la réalité, c'est que si on écoute les plus pauvres, ceux qui vivent dans la sobriété permanente, et ben, on peut réussir à engager cette transition parce que la réalité, c'est que quand on vit avec pas toujours de l'électricité, pas toujours des ascenseurs qui marchent dans son immeuble, pas toujours de quoi manger, voilà, il y en a de plus en plus malheureusement, ben, dans la réalité, on sait travailler à des fonds de subsistance, etc., et des politiques qui permettent de répondre à cet enjeu-là. Je vais aller un cran plus loin. Moi, je suis absolument convaincue que droits de la nature et droits humains sont indissociables, et pas seulement parce que les êtres humains font partie de la nature, mais aussi parce que si on avait écouté les ouvrières et les ouvriers de Martinique et de Guadeloupe qui ont été exposés au chlordécone, ce polluant qui va rester pendant des siècles dans les sols et dans l'eau, et donc dans l'alimentation qui est cultivée là-bas, si on les avait écoutés, on n'aurait pas répandu ce chlordécone partout. Ça n'aurait pas été enrichir les multinationales, d'abord américaines, puis quand les États-Unis ont dit en fait on n'en veut plus le Brésil, et on n'aurait pas pollué les écosystèmes et la population. Parce que si aujourd'hui on allait voir sur les aires d'accueil et qu'on se rendait compte que là où on installe les aires d'accueil des gens du voyage, c'est toujours à côté d'un incinérateur, d'une autoroute, d'une cimenterie, d'une concasserie, et j'en passe, et ben la réalité c'est que, on ferait un peu plus attention à où on construit ces établissements, est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce qu'on s'assure qu'ils ne sont pas trop polluants, et en plus de ça, on respecterait mieux la dignité. Et de la même manière, si on prend la question des pesticides, et ben si on se pose la question des ouvrières ou des ouvriers agricoles, on parle d'Espagne, ce qui se passe dans le sud de l'Espagne est absolument intolérable. On est en train d'épuiser une grande réserve de biodiversité, enfin une grande zone humide, la plus grande zone humide d'Europe, qui est une étape indépassable sur le chemin des oiseaux quand ils remontent et quand ils migrent pour revenir vers le nord ou pour descendre dans le sud, ils s'arrêtent là parce que c'est une zone humide. On est en train de l'assécher complètement pour des exploitants agricoles qui œuvrent d'ailleurs en grande partie dans l'illégalité, qui vont puiser l'eau qui est là, qui l'utilisent totalement pour faire quoi ? Eh bien, pour arroser des plantations insupportables de fraises, arroser de pesticides en utilisant des ouvriers et des ouvrières souvent sans papier qui les exploitent complètement. Les droits humains et les droits de la nature, ça va ensemble. Si dans la réalité on tenait compte des limites de la planète, on saurait et on se mettrait en capacité de protéger la justice sociale. Donc j'ai répondu, Pierre, et non, ce ne seront pas avec les scientifiques uniquement que nous ferons cette transition, non, ce ne seront pas avec les ingénieurs uniquement que nous ferons cette transition, on en a besoin. Parce que dans la réalité, faut bien conduire le paquebot, et donc on a besoin de ces savoirs-là, mais les savoirs d'usage, les savoirs d'expérience que chacune et chacun d'entre nous possède sont absolument indispensables. Et donc le clivage, il a lieu entre ceux qui ont beaucoup et qui veulent rien lâcher, et ceux qui ont moins, et qui seraient peut-être prêts à en avoir un peu plus, peut-être prêts à en avoir un peu moins, mais auxquels, en tout cas, on ne promet pas de tout enlever, mais qu'on promet d'emmener ailleurs, dans un monde qui serait durablement, pour eux,
et pour leurs enfants. Avant, on parlait de l'avenir des générations futures. Aujourd'hui, on parle déjà du présent. Il faisait 30 degrés aujourd'hui au soleil à Paris. Je sais, j'ai passé quelques heures au soleil pour lutter contre un projet d'autoroute absolument absurde entre Castres et Toulouse. Et donc, on parle des générations déjà aujourd'hui. Je termine, parce que je sais que je suis longue, mais je termine en disant que la transition d'un métier à un autre, oui, ça va demander une organisation collective. Et dans le cadre du pacte vert européen, on a d'ailleurs mis en place un fonds de transition juste. Ce fonds de transition, il vise à accompagner des territoires qui sont impliqués dans le charbon et le pétrole vers d'autres types d'activités, pas seulement les renouvelables, mais d'autres. Et donc on a mis en place ce fonds qui est censé faire l'objet d'une discussion entre les syndicats, les populations, les industries, etc. pour amener un territoire d'une activité vers une autre. Ces fonds, ils sont indispensables. Et vous savez quoi, on devrait même les dupliquer. Parce que quand on a des industries comme dans la vallée de la chimie, en dessous de Lyon, où on est totalement au PFAS, avec Arkema, etc., des polluants éternels qui restent là aussi pour des générations et qui contaminent, et qui viennent aussi contaminer les champs des agriculteurs qui n'en peuvent plus. Voilà. Quand on a ce type d'industrie, on a besoin d'étendre le fonds de transition juste à des activités qui sont... On a besoin de sortir de la civilisation des toxiques et de préparer les territoires et les populations et les travailleurs pour le faire. Vous savez quoi, et j'en terminerai là, vous savez quoi, la droite européenne, avec l'extrême droite, avec Emmanuel Macron, ce front du refus dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont décidé qu'ils videraient le contenu de ce fonds. C'est-à-dire que le fonds existe, mais qu'il n'y a plus d'argent dedans, parce qu'on doit construire d'autres choses, de l'hydrogène, du nucléaire, plein d'autres choses, des trucs pour partir dans l'espace, voilà. Et donc ce fonds, on le vide. C'est pas la proposition des écologistes, nous on veut des fonds de transition, on veut qu'ils soient plus forts, on veut qu'ils soient plus ambitieux, et on veut absolument conduire ce changement, tout simplement parce que nous n'avons pas le choix. Merci beaucoup. Très rapidement, Carlos, peut-être pour un mot de la fin. La droite a fait du négationnisme climatique sa principale bannière. Je crois que nous devons embrasser la planification écologique comme la nôtre. Depuis, Mario Tronti a parlé de la nécessité de combiner une imagination radicale avec une action politique responsable et graduelle, ce qu'il appelait pensée extrême et action prudente. Je crois que nous devons combiner une imagination utopique écologique avec un engagement constant en faveur des petits progrès quotidiens, même s'ils sont insuffisants. Je crois que c'est notre mission historique. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous d'être venus si nombreuses et si nombreux ce soir. Je rappelle que les exemplaires de la grille dirigée par Pierre Charbonnet sont disponibles à la sortie ainsi que les exemplaires papier du Grand Continent. On se retrouvera la semaine prochaine, toujours à la même heure pour les mardis du Grand Continent. Merci beaucoup. Merci.